Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de biologie cellulaire qui va concerner le cytosquelette. C'est une partie 2, j'avais déjà fait une vidéo d'introduction générale sur le cytosquelette. Aujourd'hui, on va focaliser donc sur le microfilament d'actine, donc il y a un chapitre très important, qui est aussi un chapitre transverse, que l'actine s'est aussi retrouvé dans la contraction musculaire, transport vésiculaire, donc le système endomembranaire, ou encore bien sûr le cytosquelette. Aussi, j'en profite, il y a des milliers de vues sur la chaîne, il y a beaucoup de gens qui passent, qui regardent mes vidéos, quand même une sacrée audience, mais finalement, il y a peu de gens qui s'abonnent. Je t'encourage à t'abonner si tu prépares ta première année de médecine, santé, que tu es passionné de biologie. Vraiment, ça m'encourage. En plus, ça te coûte rien. Ça te donnera un contenu qui est carré, qui est étudié pour vraiment te favoriser ta réussite gratuitement. Voilà. Et donc concernant l'actine, bah, finalement, ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de structures différentes de l'actine, que ce soit les fibres de stress, les filopodes, points d'adhérence focaux, lamellipode, etc. Mais aussi que ça va avoir un rôle global hein, au niveau de la structure, mais aussi du transport de vésicules, etc. Donc on va voir plein de choses. Le plan, donc au niveau du plan, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est un plan général pour l'ensemble des polymères du cytosquelette. Donc par exemple microtubules et microfilaments d'actine, il faut savoir répondre à ces questions. Quelles sont les fonctions superstructures? Comment fonctionne la polymérisation et la dépolymérisation? La localisation dans la cellule, les protéines associées. C'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec toi. Donc il y a de nombreuses structures et fonctions qui sont reliées à l'actine. En particulier, l'actine est fortement liée à la membrane plasmique. Donc là, c'est vraiment une diapo clé. Il faut aussi noter que les microfilaments peuvent être utilisés de façon interchangeable avec le mot actine. Donc si on parle de microfilaments, implicitement, ça signifie actine. Et globalement, je t'invite aussi à t'abonner hein, sur ce type de diapo, c'est essentiel, ça sera plein de questions d'examen. Donc en termes de fonctions spécifiques, par exemple, on peut retrouver les microvillosités, qui sont des structures stables retrouvées sur les entérocytes pour augmenter la surface de contact et augmenter l'absorption. On peut aussi avoir des prolongements membranaires hein, et de la motilité cellulaire. Donc ça particulièrement impliqué dans la migration cellulaire avec les lamellipodes et les filopodes. Donc, quand les cellules vont se déplacer, elles vont émettre des filopodes par exemple, puis des lamellipodes, etc. pour se déplacer. On peut aussi avoir des jonctions serrées et adhérentes qui sont reliées à l'actine. Ça c'est très intéressant comme question, parce que c'est une question transversale qui va toucher un peu à l'histologie, mais aussi à la biologie cellulaire, au cytosquelette, donc de nombreux chapitres. C'est pour ça que c'est important. Donc typiquement, l'actine a un rôle d'ancrage dans la membrane. C'est une question de QCM. Pareil, on va le retrouver au niveau de l'endocytose et de l'exocytose pour transporter des vésicules, par exemple avec la myosine 1 ou encore la clatrine. Donc la clatrine qui est impliquée dans la sécrétion régulée. Ça aussi, c'est une question intéressante puisque ça vient d'un chapitre sur le système endomembranaire. Et enfin, on va avoir des anneaux contractiles qui vont être retrouvés lors de la télophase de la mitose, donc à base d'actine, qui est un peu une fonction particulière. Toutes ces fonctions, il faut vraiment les connaître, hein, je vous encourage vraiment, même si je vous ai pointé quelques QCM des questions les plus fréquentes, globalement, il faut essayer de tout connaître. On va aussi avoir donc des fonctions motrices, donc ça c'est très important pour l'actine, ce qui fait qu'elle va être enrichie donc au niveau des cellules musculaires. Et enfin, l'actine est absente du noyau. Donc c'est vraiment un polymère qui est purement cytosquelettique. Donc cyto pour cellule, hein, comme cytoplasme, hein, et qui n'est pas du nucléosquelette. Donc c'est cytosquelette. La seule exception, ce sera certains filaments intermédiaires, comme par exemple la lamine de mémoire. Donc la polymérisation de l'actine, c'est un élément clé à bien maîtriser. Donc on va avoir des monomères d'actine G qui vont s'assembler grâce à des cations divalents et de l'ATP pour ensuite former des actines F, donc filamenteuses, donc polymériques, avec au niveau de la tête, donc qui est barbée, donc qui est l'extrémité positive, des actines G avec de l'ATP, et au niveau de la queue, des actines qui vont être déchargées en ATP. On a une étape de nucléation donc, qui est facultative. Cette étape de nucléation peut être soit spontanée ou favorisée par la protéine ARP23, qui est une protéine associée à l'actine. Et enfin, on va atteindre un état d'équilibre où on aura de l'ajout au niveau de la tête et du rejet au niveau de la queue. Donc c'est un peu le phénomène de tapis roulant qu'on va voir. Donc à propos de la polymérisation, ce qui est important de retenir, hein, c'est que l'actine est un polymère qui est polarisé, comme la plupart des polymères biologiques, donc avec une extrémité plus qui est barbée, donc avec les monomères qui sont orientés dans une certaine direction, qui forment un peu une espèce de barbe,
Là, on peut retenir un petit moment technique en se disant qu'une barbe, c'est positif. Comme d'ailleurs un like, si la vidéo te plaît, tu peux mettre un like et ça sera plutôt positif. Et de l'autre côté aussi, on a une extrémité donc, qui est pointue, qui est l'extrémité négative, donc qui est l'autre partie du monomère. Donc ça, c'est bien important à retenir. Et la polymérisation se fera plutôt du côté positif et moins du côté négatif. Donc au niveau de la polymérisation, on peut avoir un phénomène de tapis roulant pour l'actine, aussi appelé treadmilling en anglais. Donc là, c'est un phénomène qui sera atteint pour des concentrations critiques d'actine qui vont être compris entre 0,8 micromolaire et 0,1 micromolaire. Dans cet intervalle de concentration, on aura surtout de l'ajout au niveau de l'extrémité plus barbée et du rejet au niveau de l'extrémité négative. Donc en fait, l'actine va rouler dans le sens de l'élongation. Donc, comme on peut le voir ici, elle va être de longueur constante quand on est compris dans ces concentrations, et donc ça sera un peu un tapis roulant. Donc globalement, l'extrémité plus polymérise plus facilement avec une concentration moindre d'actine G. Et lorsque l'état d'équilibre est atteint, on aura une longueur constante de l'actine, mais une élongation, donc un déplacement. Aussi, certains profs vont insister là-dessus, c'est que l'actine, elle peut être présente sous deux formes, sous deux types de formes, soit des formes qui sont plutôt stables, donc par exemple retrouvées dans la microvillosité, qui vont être présentes tout au long de vie de la cellule, ou bien des formes plutôt dynamiques, donc qui vont être retrouvées dans les phénomènes de tapis roulant ou encore de phyllopode lors de la migration. Et donc ça, pour moi, c'est une diapositive clé, hein, c'est vraiment les protéines associées et superstructures de l'actine. Donc ça, c'est une figure que vous devez maîtriser par cœur. Donc de trouver qu'il peut y avoir trois types d'organisation principales, avec la fibrine qui va organiser des faisceaux parallèles qui sont plutôt étroits de 20 nanomètres et qui vont permettre par exemple la formation de microvillosités. Ensuite, on va avoir la filamine, donc là qui va plutôt expandre, donc étendre le réseau d'actine, et ce qui va provoquer plutôt la formation de lamellipodes, donc des lames larges de réseau grâce à la filamine. Et enfin, on a l'alpha-actinine qui va, elle, se retrouver au niveau de faisceaux contractiles qui sont un peu plus larges, de 40 nanomètres, souvent associés avec la myosine 2, donc aussi impliquée dans la contraction musculaire, et qui vont aussi se retrouver au niveau des jonctions adhérentes et des points focaux, qui sont parfois appelés fibres de stress. Et donc moi, vraiment, mon conseil pour retenir tous ces éléments, c'est de trouver des choses logiques. Donc par exemple, alpha-actinine, c'est quelque chose d'un peu actif. Actif, donc ça fait penser à contractile. Les jonctions adhérentes et les points focaux, c'est des choses qui sont plutôt actifs. Avec la myosine, hein, qui est aussi actif, impliqué dans la contraction. Et donc, ce qui est un peu fait penser à des fibres de stress. Le muscle, c'est quelque chose qui est stressé. Donc, il y a des fibres de stress. Donc, c'est de cette façon que je vous encourage à faire des raccourcis pour vraiment retenir plus facilement l'ensemble de l'information. Ça peut être aussi des questions d'examen intéressantes, surtout aujourd'hui avec les nouvelles modalités d'évaluation. Par exemple, les questions de zonage. Qu'est-ce que c'est les questions de zonage? C'est simplement que votre prof vous demande, par exemple, de localiser une fibre de stress, donc de pointer. Donc là, on voit clairement, on peut voir des fibres de stress, hein. C'est assez visible, ça fait vraiment des fibres qui ont l'air contractiles, stressées, donc c'est des fibres de stress, faisceaux contractiles. Ensuite, on peut avoir des phyllopodes, donc là, ce sont plutôt des faisceaux parallèles. J'espère que l'image est assez claire, mais ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a une protrusion d'une cellule voisine et qui va faire des faisceaux pour faire une protrusion, pour faire migrer la cellule. On peut aussi retrouver des lamellipodes, donc des lames, hein, qui vont être à base de réseaux. Donc c'est logique que ça fasse un réseau, hein, quand on voit l'évolution de ces lames, et qu'ils sont aussi retrouvés au niveau du cortex cellulaire. Et enfin, on va avoir des points d'adhérence focale. Donc là, c'est un peu difficile à voir sur l'image, donc avec des faisceaux contractiles. Le plus souvent, ça va être, par exemple, pour une cellule qui rampe, ça va être les points de contact de la cellule avec la matrice extracellulaire, la matrice. Donc au niveau des protéines associées de l'actine, hein, il y a des protéines très importantes qui sont à connaître, en particulier pour la contraction musculaire. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais vu qu'on parle de l'actine, j'étais obligé d'en parler. Donc par exemple, on a le complexe de troponine avec la troponine I, donc qui est inhibitrice, la troponine C, donc qui va fixer le calcium, et la troponine T, qui va pouvoir bouger pour permettre la fixation de la myosine et permettre aussi le mouvement de la tropomyosine. Donc tout ça, c'est très important parce qu'en permettant
la fixation de la myosine avec l'actine, on va avoir un glissement de ces faisceaux, ce qui va permettre la contraction musculaire. Donc il est bien important de retenir aussi que les myosines sont des protéines motrices, donc avec des activités ATPases, qui vont donc utiliser de l'ATP pour à la fois se déplacer sur l'actine, mais aussi provoquer la contraction musculaire. Donc on a myosine 1 et 2, je vais y venir tout à l'heure. Donc il y a toute une cascade de réactions qui va permettre le déplacement donc, de la myosine qui est ici sur l'actine qui est en haut. Je ne vais pas retenir toutes les étapes. Par contre, nous, dans notre fac, ce qui était souvent demandé, c'était qu'en fait, lors de l'hydrolyse de l'ATP, on allait avoir un redressement, donc un coup de force de la myosine. Il faut aussi noter que c'est la tête qui va hydrolyser l'ATP, alors que la queue va être liée au cargo. Et voilà pour cette diapo. Donc on a ensuite des protéines associées qui vont représenter un gros morceau, un mélange entre compréhension et par cœur, donc pour l'actine, l'ARP2-3 qu'on a vu en introduction, qui va faciliter la nucléation, mais aussi la formation de réseaux, voire de l'amélipode. Ça dépend un peu des profs, là c'est à vérifier selon ce que votre prof vous présente. On va aussi avoir les myosines, donc qui sont des protéines motrices, qui peuvent être soit sous forme monomérique pour la myosine 1, qui va avoir un rôle dans le transport vésiculaire sur l'actine, ou encore la myosine 2, qui est sous forme de dimère, qui va être impliquée dans la contraction musculaire. On a aussi de l'endocytose régulée, donc médiée par la clatrine. Donc ça, c'est un chapitre du système endomembranaire, mais la clatrine qui va vraiment s'assembler sur l'actine pour transporter des vésicules d'endocytose. Et on a enfin les trois stars des réseaux d'actine. Donc c'est la thymosine, la gelsoline et la prophyline. Donc la thymosine qui va inhiber la polymérisation en séquestrant l'actine G, la gelsoline qui va fragmenter l'actine, donc ce qui va former un gel. Donc moi, c'est comme ça que je retiens son rôle de fragmentation, formation de gel par la fragmentation. Et la prophyline qui va plutôt entraîner la polymérisation, favorisant le transfert de l'ADP vers l'ATP. Et enfin, on a les mycotoxines, que ce soit la cytocalasine D ou la phalloïdine qu'on retrouve dans l'amanite phalloïde, qui vont bloquer la polymérisation ou la dépolymérisation, et ce qui va entraîner des risques pour la vie de la cellule. Donc pour aller plus loin, on peut avoir aussi plusieurs GTPases qui vont être associés aux structures d'actine. Certains profs vont les aborder, d'autres non. Ce qu'il faut retenir, c'est que CDC42, RAC et RO vont être associés à trois structures d'actine particulières. Donc quand c'est surexprimé sur de la cellule, CDC42 va provoquer la formation de phyllopode, RAC de l'amélipode et RO de fibres de stress. Ça a été un très très beau papier publié dans Science il y a un certain temps. Je n'ai pas retrouvé le papier, mais c'est vraiment magnifique. Donc vraiment juste en modifiant une protéine, on va totalement changer l'organisation de l'actine. Et on a aussi RAB qui va être retrouvé pour la fusion membranaire et le transport de vésicules le long des filaments d'actine et des microtubules, donc qui peut être aussi importante à connaître, mais ça dépend bien sûr des profs. Voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as appris plein de choses. Je t'invite aussi à mettre un pouce, à partager la vidéo et à t'abonner. Et sache qu'il y a d'autres vidéos sur le cytosquelette, et que si tu veux réussir ta première année, bah franchement, ça ne te coûte rien de t'abonner afin de pouvoir avoir du contenu de qualité pour très bien réussir ton année. Allez, bon courage, salut!